Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Men. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet Hautement passionnant. hautement passionnant. Pour une fois, c'est moi qui le dis. C'est qu'est la RGPD. Règlement général de la protection des données, que l'on aurait pu dire, ajouter encore un petit mot derrière, personnel. Voilà, donc la problématique données personnelles. Mais avant cela, on va vous dire bien entendu de vous abonner à cette chaîne YouTube ou directement à nous suivre sur Facebook. Vous likez directement notre page ou nos profils à Lionel ou à moi, puisque nous avons bien entendu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires à vous raconter. Ouais. Et puis que vous nous regardiez sur Facebook ou que vous nous regardiez sur YouTube, globalement, ça change pas grand-chose. Et puis vous pourrez aussi Voilà. nous écouter en podcast, comme d'habitude, sur le podcast Digital Voilà. Men, bientôt sur Spotify, mais déjà J'allais depuis le très dire. longtemps sur iTunes. Voilà, tout Voilà. est dit. Bon, Oui, tout est dit. Alors aujourd'hui, alors, on parle de quoi? Bah, De la RGPD. on Oui, a alors dit. déjà, vous l'avez vu, c'était marqué « La RGPD m'a tué ». Vous connaissez la référence. Donc l'idée, c'était de se poser une question aujourd'hui. Est-ce que finalement, l'Europe, avec la RGPD, ne fournit-elle pas un... C'est là la caméra, voilà, parce que ça réalise dans tous les sens. Ne fournit-elle pas en fait une masse aux GAFAM pour nous assommer ? C'est-à-dire prendre le pas sur nos sociétés européennes qui collectent de nos données et qui ont besoin de nos données pour nous adresser des messages, pour nous adresser des messages personnalisés suivant nos profils. Une petite session de rattrapage, c'est quoi la RGPD en quelques mots quand même, parce Non, que la RGPD, en quelques mots, c'est pas très compliqué. La RGPD, c'est en réalité, finalement, si on regarde bien, la capacité de reprendre le lead en tant que consommateur, surtout en tant que, j'enlève mon nom, en tant que propriétaire de ces données, en tant que client, en fait, de reprendre le lead sur la gestion de ces données. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on est en capacité, grâce à cette nouvelle réglementation, qui est une réglementation qui va s'auto-réguler s'il n'y a pas de dénonciation par les acteurs eux-mêmes. C'est ça qui change aussi la donne, mais on en parlera dans un instant. En gros, c'est une réglementation qui va cadrer l'utilisation par des tiers business, donc des sociétés qui utilisent cette donnée personnelle pour mieux nous adresser, tout simplement de réguler la capacité à remonter des informations, surtout à les traiter. Et puis, à notre capacité à nous, en tant que consommateurs, de les de les sortir de Google, de les sortir de Facebook pour les remettre autre part, mais on en parlera. Donc on reprend le lead sur nos data. Donc elle redonne son sens au mot consentement. Parce Exactement. qu'on devra donner notre consentement. C'est-à-dire fini les petites choses où on vous dit, dites OK, acceptez d'être géolocalisé, acceptez tout, on ne sait pas à quoi ça sert à tout et n'importe quoi. Vous pouvez toujours le vérifier, disent-ils, parce qu'il y a des longues conditions générales d'utilisation qui sont généralement proposées. On ne les lit jamais, on dit OK, parce qu'on veut aller vite. Et là, maintenant, on va devoir franchir pour les sociétés à la fois de l'informationnel, c'est-à-dire en frontal, il faudra avoir notre accord, c'est-à-dire sans oui, c'est non. Voilà, donc il faudra fermement... Quelle transition de réalisation exceptionnelle. Il faudra fermement donner son consentement clairement. Alors il y a un texte très bien écrit qui dit que les personnes doivent manifester librement, spécifiquement, de façon éclairée, univoque leur consentement, etc., etc. Donc tout un tas de qualificatifs qui bordent bien ce que vous pourrez donner. Donc finalement, on devra être informé. Oui. Et cette information, ça sera forcément gagnant-gagnant. On a une petite... oui, qu'on a trouvé... grille, qui était fait par MC2I. MC2I, effectivement, qui repositionne finalement cette RGPD et qui nous donne quelques éléments d'acculturation. Alors en premier lieu, on sait bien entendu que c'est un environnement de régulation qui change. On n'est plus sous un contrôle à proprement parler, on est sur un contrôle a posteriori. Si la dénonciation il y a, alors ça va pas tomber comme un coup près, c'est vrai que souvent on nous dit oui, globalement le 25 mai je vais me faire allumer parce que je suis pas RGPD ready, donc oui on le sait effectivement, pour autant ça va pas tomber d'un seul coup, les sanctions ne vont pas venir le 26 mai, mais la réglementation rentre en vigueur. Et c'est ça qui change la donne. Alors par contre, effectivement, s'y préparer, c'est compliqué. Ça fait écho à beaucoup de chantiers et notamment une responsabilisation extrêmement forte des entreprises. Oui, des entreprises qui probablement ont collecté des données sur vous depuis des années. Elles les ont collectées par leur truchement direct, mais parfois par des sociétés qu'elles ont elles-mêmes rachetées, et donc des systèmes d'information qui sont très différents selon les différentes sociétés. La RGPD vous impose donc, pour ces groupes ou pour ces sociétés complexes, dans leur structure, vous impose de tout regrouper, de tout connaître, de tout vérifier et de tout savoir manager.
Donc c'est ça qui est, c'est à la fois les sécuriser, mais surtout savoir où elles sont et savoir les manager. Combien de sociétés un jour ont travaillé avec une entreprise pour collecter des informations pour le biais d'une opération peut-être même juste promotionnelle, et puis ces informations elles traînent dans une base de données sur un serveur, on les utilise pas véritablement. Ça c'est un vrai point de la RGPD, hein. C'est cette capacité à savoir où sont nos datas. Exactement. Et là globalement il y a des boîtes savent pas du tout. Non, enfin si elles savent où elles sont, mais elles en ont partout. À peu près. Elles en ont partout. Et il y a rien qui est interopérable. Donc ça c'est aussi un autre sujet, c'est faire parler les datas entre elles. Ça va leur imposer ça. On avait trouvé un petit film qui est pas mal qu'on va vous passer, je pense juste après. Mais surtout, bon voilà, vous le voyez sur le graphique que vous avez à l'écran, les sanctions, elles sont certes, c'est un petit peu comme toutes les peines et toutes les sanctions, elles sont relativement puissantes. 4% du chiffre d'affaires mondial pour une société internationale, ça peut aller haut, puis jusqu'à 20 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est la première fois en même temps qu'au nom des 28, un organisme pourra parler. Ouais. Donc là, on va essayer d'en parler. Ça, aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde s'est mis d'accord. Bon courage. Parce que là, on a un petit film qui a été fait par France Télévisions. Qu'on a trouvé super sympa et qu'on vous passe à l'instant. Et on revient juste après. À tout de suite. Selon France Télévisions, la vie sans la RGPD. Mais d'abord, cette information importante, nous apprenons à l'instant que Benoît Pelletier vient de nous rejoindre sur France TV. Vous savez, c'est quoi ce mail à Benoît? À benoît-pellepelle@monmail.fr. Benoît Pelletier. Yann, si je vous dis lapin velu. C'est facile, Laurent, c'est mot de passe ridicule de Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, ses vacances en Martinique, ses dérives, ses excès. Mais qui est vraiment Benoît Pelletier? 5, 3, 905. C'est incroyable parce que c'est exactement le numéro de carte bancaire de Benoît Pelletier. À tous ces chiffres, il faut rajouter la date d'expiration, juin 2019, et le cryptogramme 689. Benoît, si tu me regardes. Benoît Pelletier a bientôt 40 ans, et 40 ans, c'est souvent l'âge des premiers bilans. Allez Benoît, courage. Plus que quelques années avant la première coloscopie. Rassurez-vous, sur France TV, vos données confidentielles restent vraiment confidentielles. Si nous collectons ces infos, c'est pour vous offrir l'expérience la plus personnalisée sur notre site. Voilà, donc je crois que Benoît Pelletier hésitait à appuyer sur le call to action, s'inscrire. Et nous, on n'a pas hésité. Nous, on est inscrits. Voilà. Nous, on s'est inscrits. Donc, la RGPD, c'est évidemment pour vous donner confiance. Et vous donner confiance, d'une certaine façon, si on se remet dans le cas d'usage que l'on vient de voir avec Benoît Pelletier et le film humoristique de France Télévisions, Benoît Pelletier, avec la RGPD, il aura davantage confiance. S'il a davantage confiance, il s'inscrit sur le site de replay de France Télévisions, par exemple, et France Télévisions pourra mieux le connaître et lui adresser les bons messages. Finalement, c'est peut-être une contrainte dans un premier temps pour les entreprises, mais c'est une opportunité de business pour elles. Bien sûr. Parce que les gens, on leur dira, voilà, vous êtes nos clients, vous êtes nos auditeurs, vous êtes nos prescripteurs peut-être, mais en tout cas, vous pouvez nous faire confiance parce qu'on est clean et on sait contrôler les données que vous nous confiez. C'est-à-dire, on vient à l'inverse du Far West qu'on a connu pendant quelques années. Enfin, je vous rappelle qu'il y a un député européen qui, il y a 3 ans, dans un reportage qui est passé, qui fait partie du parti des hackers, qui a précisé effectivement, qui a estimé qu'aujourd'hui, Google était en mesure de savoir entre 9 à 12 mois avant nous, d'estimer une probabilité de divorce. Donc, globalement, on a été dans un Far West, et on le voit bien notamment aussi avec des sociétés comme Axiom Watch, chez qui on peut acheter des datas en third party, effectivement, qu'on peut qualifier jusqu'à l'usage presque extrême. Et ça, aujourd'hui, on est en train de reprendre le lead là-dessus, c'est-à-dire qu'on inverse le rôle, les données n'appartiennent pas à l'entreprise, les données, elles appartiennent bien aujourd'hui aux clients. Et ça, on l'acte dans la RGPD. C'est ça qui est intéressant. Et puis maintenant, les clients, ils vont pouvoir être mieux informés encore. Parce que, comme d'habitude, on avait ces fameuses conditions générales d'utilisation, de vente, etc., qui étaient très longues. Eh bien, il y a déjà des universitaires qui se sont penchés là-dessus. On a trouvé une petite infographie. Elle s'appelle Policis. C'est leur système de traitement de l'information. Donc, c'est de l'IA qui va traiter les conditions générales de vente ou d'utilisation, qui va les infographier, les rendre ludiques et vous permettre finalement de mieux visualiser ce que le prestataire vous demande de lui autoriser de capter pour vous et la promesse qu'il fait de vos données. C'est-à-dire qu'on pouvait lui donner un rein, on pouvait lui donner un bras, on pouvait lui donner ce qu'on voulait et globalement, de toute façon, on voulait le sien. Ça a été fait par qui ? Alors, l'université du Michigan et du Wisconsin. Voilà, donc Policis, ça s'installe à peu près comme un add-on, Chrome ou de Firefox. Ouais. Et donc, ça va interpréter tout ça. Donc, écoutez, on vous invite à le tester quand ce sera open. Parce que pour l'instant, c'est un projet universitaire. Il n'y a pas eu trop de fuite. On n'en parle pas trop. Mais globalement, c'est dans les starting blocks. Donc, on voit bien aujourd'hui que même l'intelligence artificielle peut nous aider sur toute cette partie-là. Donc, on sait à peu près tout ce
tout ce qui est la RGPD. Maintenant, au niveau de l'Europe, ça change quoi? Parce qu'au niveau de l'Europe, finalement, on est 28 pays, 500 millions d'utilisateurs, et cet accord, il a été consensuel. C'est-à-dire que là, on est vraiment tous d'accord. Alors nous, en France, on avait déjà la CNIL. La CNIL est relativement puissante. D'ailleurs, elle défraie la chronique. Elle reprend du lead. Oui, pour l'instant, sans employés supplémentaires. Voilà. Donc on augmente ton périmètre, mais tu te démerdes. Bon, je pense qu'il y aura des améliorations, mais bon, c'était... On avait déjà la CNIL, et puis donc ça va être une sorte de CNIL européenne. Donc, c'est très intéressant parce que d'un seul coup, 500 millions d'utilisateurs, c'est une force, et c'est une force face à des géants américains qui captaient nos données et faisaient énormément de business sur nos données. Donc là, la RGPD, c'est d'une certaine façon l'Europe qui reprend la main. C'est-à-dire qu'elle récupère une forme de souveraineté. Exactement, effectivement. C'est-à-dire que l'ensemble des GAFAM aujourd'hui ne jouent plus plutôt sur le flou réglementaire d'un pays ou d'un autre, puisque l'ensemble des 28 parlent d'une seule et unique voix. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est presque une première, parce que je ne crois pas que dans l'histoire, depuis que je suis né de la politique européenne, on a réussi à se mettre d'accord sur un texte fondateur d'une nouvelle manière d'entrevoir la data. À 28 surtout, parce que bon, il y a des textes, avec des cercles plus restreints, mais à 28, je crois que c'est pas gagné. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi derrière la RGPD, puisqu'on va parler aussi un peu de cookies, derrière la RGPD se cache le e-privacy, c'est-à-dire le renforcement des demandes de consentement autour des cookies, parce que tu avais des petits chiffres qui étaient intéressants sur quand on consulte un article sur Internet, on est observé. Alors effectivement, c'est-à-dire que je vous invite d'ailleurs à télécharger un plugin qui s'appelle Lightbeam que vous pouvez installer sur Firefox, que vous pouvez aussi installer sur Chrome, et qui vous permet de tracer l'ensemble des mouchards, alors officiels, non officiels, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir être relatifs à la captation de data liée à votre trafic, donc que ça peut être Analytics ou autre, et puis aussi vous avez toute la problématique autour plutôt du comportemental, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un site internet comme lemonde.fr, vous avez par exemple entre 7 et 14 mouchards en fonction des jours qui vont pouvoir analyser votre trafic. Donc ce qui est intéressant avec ce plugin dont je vous mets à l'écran là, c'est effectivement que c'est très visuel, mais depuis un site internet, vous allez pouvoir tout simplement retrouver l'ensemble des sites qui vous tracent. Et on voit bien là sur cet exemple qu'il y a 11 sites internet qui ont été visités depuis X jours et qu'il y a 65 third parties qui ont tout simplement analysé le trafic, la manière dont on réagissait à un média, tous les éléments comportementaux d'un internaute. Donc on voit bien aujourd'hui que globalement, on sait exactement ce qui se passe. D'un autre côté, les GAFAM savent nous prendre aussi à contre-pied. On voit l'exemple début décembre de ce qui s'est passé avec Apple et son navigateur Safari qui motorise évidemment les iPhones qui, eux, sont quand même très friands d'utilisation de data et qui sont très friands de connexion et de données sur Internet. Il a réduit tout simplement l'utilisation des cookies sur iOS. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre licorne Criteo qui fait de la captation d'informations pour faire de l'adressage et du retargeting? Déjà, c'était une cotation en bourse qui a chuté drastiquement. Alors en même temps, quelques mois après, puisqu'on est quelques mois après aujourd'hui, le patron de Criteo a rassuré en disant on a partagé avec vous, avec le marché, un cas extrême de ce qui pourrait arriver si on avait un blocage à un moment ou à un autre, et que ça, bien entendu, peut avoir un impact important. Enfin, partagé avec vous, avec le marché, mais surtout avec les actionnaires, qui ont été effectivement rassuré de voir que les chiffres étaient quand même relativement bons, mais déjà de mémoire, Apple avait une remontée d'informations, mais à 24 heures après, il y avait un décalage entre les remontées d'informations qui remontaient cookies et d'autres cookies qu'on pouvait exploiter à l'instant T, puisque c'était du temps réel. Donc on voit bien effectivement que déjà il y a quelque chose. Bon, pour autant, qu'est-ce qui va se passer après, c'est d'autres questions. Mais on voit bien que là finalement, d'un côté on reprend le pouvoir, de l'autre il y a une sensation que j'ai en ce moment des GAFAM qui se repositionne en amont presque de la connexion. Dans Chrome directement, on installe quelque chose qui a filtré les datas. Dans Safari, on vous empêche on protège vos données. On a la petite histoire des adblocks, c'est-à-dire que bien entendu. Vous bloquez les publicités. Moi, je suis Monsieur Google, je vis de la publicité, donc j'invente mon propre adblocker avec mes propres règles que vous ne pouvez pas contourner, etc. Tout simplement pour que finalement celui qui alors l'idée c'était de bloquer les publicités
agressive. Oui. Et donc celui qui, comme moi, n'a pas de adblocker, parce que il faut bien Quitte que pas l'Internet Luchet, vive un petit arrête peu. tous les- Non, puis parce qu'il faut bien que l'Internet vive. Je savais pas que tu voilà. faisais dans le social, Lionel, mais c'est Donc bien. on fait dans le social. Eh bien, c'est vrai qu'à un moment, les publicités gratuites vous agressent et Bien vous sûr. êtes vraiment poussé à mettre des adblocks. Alors, on voit bien que là, ils ont la main parce que c'est eux qui managent les operating systems. 70% de la population a un téléphone sous Android mondial, 20 et quelques pourcents, 25 à peu près sous iOS. Donc ça, c'est quasiment 95% à eux deux. Et puis les operating systems au niveau des mobiles, c'est aujourd'hui plus de 75% de la consommation de l'Internet se fait sur mobile ou tablette. Donc, Avec les données de géologue, avec tout ce qui va, bien entendu. Donc on est en train peut-être de leur donner, c'était la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, est-ce que l'on est en fait en train de leur donner ce pouvoir qu'ils avaient déjà énormément et qu'en renforçant les règles, eh bien, eux seuls peut-être seront capables de manager une telle RGPD. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de faire? C'est-à-dire que finalement, la valorisation des données connectées fait la richesse de ces sociétés. Ils attirent les talents, ils savent les gérer, ils savent gérer ces données. Est-ce qu'on n'est pas en train de leur donner les clés finalement? Ok, vous devrez être sympathique avec les Européens, leur dire ce que vous faites avec leurs données, mais vous serez peut-être à peu près les seuls à pouvoir les gérer, tellement ça sera complexe. Globalement, c'est gros, mais en même temps, on sait très bien que derrière la partie justement des RGPD, il y a des grosses problématiques SI qui sont très fortes. On voit bien que c'est plutôt les petites structures, les TPE, les PME qui sont impactées. C'est effectivement en premier lieu eux qui sont impactés sur les RGPD. Pour autant, effectivement, on est en train de réglementer un marché qui était de toute façon un Far West inouï. Et le paradoxe, c'est ceux qui sont en train de le prendre en termes de réglementation, ils sont en train de se refaire une santé, voilà, il y a le Google Data Checkup, donc avec tous ces éléments où on a exploité vos données. Virginité. Voilà, je cherchais le mot, merci. Mais effectivement, on sent bien que là, il y a un sujet aussi à creuser. C'est ces sociétés qui ont bénéficié de ce Far West sur la data sont en train aujourd'hui de se racheter cette virginité, alors qu'ils ont eux-mêmes bénéficier de cette liberté à la captation d'informations sur laquelle ils ont capitalisé leur richesse d'aujourd'hui. Oui, et alors en plus, ils nous obligent finalement à être derrière eux, ils nous obligent à les suivre. Et pour les entreprises en France, c'est-à-dire pour pouvoir fournir la même qualité de service, moi quand je me décide d'utiliser un service qui est piloté par en arrière-plan des données qui sont collectées par Google, ce service il m'est finalement particulièrement bien adressé, on connaît mes goûts, on connaît mes couleurs comme dirait l'autre, et puis si je m'adresse à un autre service qui est piloté par une société française qui n'a pas les mêmes capacités d'analyser de la donnée, de pouvoir m'adresser des messages corrects, de pouvoir m'adresser des propositions correctes, eh bien je vais me dire ce service finalement il est médiocre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la RGPD elle est en train de demander aux sociétés qui sont moins importantes d'investir lourdement sans leur promettre finalement un ROI. Alors peut-être que notre ministre, enfin notre secrétaire d'État Mounir, dans sa volonté de pouvoir avoir ce transfert de données, c'est-à-dire cette portabilité des données, peut-être que l'on est, et c'est là que l'on va avoir de nouveaux modèles économiques, c'est là que l'on va pouvoir peut-être demain prendre notre revanche vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est de se projeter un petit peu sur quelques années. Effectivement, nouvelle réglementation. Alors on passe du Far West à la réglementation qui effectivement encadre, qui a des conséquences financières en cas de non-respect. Pour autant, ça ne va pas tomber tout de suite, mais la capacité d'acteurs comme La Poste, qui bien entendu sur le CES dernièrement s'est vraiment présenté comme un tiers de confiance, la Caisse des dépôts, qui dans une certaine mesure pourrait aussi opérer ces éléments-là, pourrait être en capacité effectivement d'héberger tout un tas de données qui seraient les nôtres, d'usage comportemental, de santé potentiellement ou autre, et qui, grâce à cela, nous permettrait finalement de stocker à un seul endroit toutes les datas et d'ouvrir des flux en fonction des services si on veut. Et du Google, du Facebook ou autre n'aurait d'autre choix que de venir piocher la data là où elle est en vérifiant les ouvertures potentielles qu'on ait faites. Donc on pourrait imaginer effectivement de nouveaux modèles économiques autour de la protection des datas personnelles, d'usage comportemental que l'on veut bien mettre à disposition et stocker, et qui pourrait effectivement laisser place à de nouveaux acteurs sur le marché de la donnée. Donc, il faut soutenir notre secrétaire d'État. C'est une position qui n'engage faut soutenir notre secrétaire d'État vis-à-vis de la portabilité. Ça, c'est évident. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, on fait du crowdfunding, on fait donc de la recherche de financement participatif. Demain, on pourrait faire du data funding, c'est-à-dire aller demander à des utilisateurs, voilà la promesse d'une nouvelle start-up française pour un nouveau service.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander en appuyant sur ce bouton Call to Action, qui va demander à Google de rapatrier vos données personnelles vers nos serveurs, les rapatrier, en fait, transférer vos données personnelles pour qu'on puisse faire tourner nos intelligences artificielles, pour qu'on puisse vous adresser demain un nouveau service que vous êtes en train de soutenir en autorisant vos données qui sont stockées chez Google ou chez Amazon à rentrer chez nous. Et là, finalement, c'est une forme de réponse à ce que nous alerte depuis des mois, Laurent Alexandre, en nous disant que nous sommes les idiots utiles de la Silicon Valley. On sera un petit peu moins les idiots utiles parce qu'on sera maître de notre destin, de nos données. Et on sera libre de donner nos données à quelqu'un d'autre. Alors ça, après, c'est tout le chantier qui va s'opérer derrière. Et demain, and so what ? Que va-t-il se passer même, parce qu'on en discutait en préparant cet épisode, au niveau du requêtage vocal, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'au travers des travaux, on a pu le voir aussi sur le CES de Cambridge Consultant. Ouais, je prêche pour ma paroisse, accessoirement. Mais effectivement, au niveau de Cambridge, avec cette idée de reconnaissance vocale, de traçabilité de l'accent, de reconnaissance des émotions dans la voix, et donc potentiellement de remontée d'informations vraiment comportementales, voire émotionnelles, on serait peut-être en mesure de se dire aujourd'hui qu'il va y avoir cet adressage autour des émotions, donc qui existe déjà dans les faits, mais qui n'est pas industrialisé. Quid de ces données émotionnelles, encore une fois, quand elles vont être stockées ? Donc on sait effectivement les données d'usage comportemental, tout ce qui se passe quand on est tracé au travers d'un mobile, au travers d'un service web ou autre, mais que se passe-t-il à terme dans la reconnaissance vocale, dans tout ce qui va nous permettre de capter de l'émotion, donc tous ces éléments qui viendront certainement compléter le futur de la RGPD aussi. La mauvaise nouvelle, c'est quand même que les maîtres aujourd'hui de la reconnaissance vocale, ils s'appellent Google, ils s'appellent Amazon, ils s'appellent Apple, et ils s'appellent dans d'autres domaines encore, ils s'appellent éventuellement aussi Microsoft. Oui, alors, Spotify maintenant qui lance, Sonos, nous on y va, allons-y gaiement. Donc, si demain on peut capter un certain nombre de nos émotions et un certain nombre d'environnements finalement, parce que derrière le mot, on l'avait dit dans un précédent épisode, derrière le mot que l'on est capable de comprendre avec des outils de reconnaissance vocale, l'idée c'est aussi de comprendre le contexte, et le contexte, l'émotionnel fait partie du contexte. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on comprend l'émotionnel, la démo de Cambridge était assez impressionnante, saisissante. On donne des données émotionnelles, et ces données émotionnelles qui nous a dit ça ? Je me rappelle d'un chiffre qui était assez intéressant, c'est quand vous passez à un acte d'achat, 95% de cet acte est finalement piloté par vos émotions. Vous aviez des besoins, vous aviez une réflexion, mais au moment où vous signez le chèque, au moment où vous mettez votre code de carte bancaire, c'est les émotions qui vous pilotent à 95%. Alors... Mais c'est qui nous l'a dit ? C'est Raphaël ? Non, c'est pas Raphaël. Non, c'est pas Raphaël, mais on était là sur les KPI émotionnels. Ah oui, c'est vrai, effectivement, totalement. Voilà, donc certes c'était sur le retail, mais c'était sur les KPI émotionnels. Donc finalement aujourd'hui pour les Européens, on va avoir des tiers de confiance en face de nous. Oui. On va avoir de nouveaux modèles économiques parce qu'on aura de nouveaux acteurs de la data qui vont se présenter. Tu parlais de la Poste tout à l'heure. La Poste a sorti son service en janvier sur les données de santé. Avec le dossier médical personnalisé qui d'ailleurs aussi DMP, pas à confondre avec la Data Management Platform, mais qu'effectivement, sur la ministre de la Santé qui a fait une publication il y a, je crois, une semaine, et qui a dit effectivement qu'elle souhaitait le déploiement général du dossier médical personnalisé en ligne, le dossier que vous avez, et d'ici à fin de l'année. D'un autre côté, donc on voit bien qu'il y a un sujet là aussi. D'un autre côté, il y a quelques heures, la CNIL a remonté les bretelles de la CNAM. Voilà. Et le dossier médical personnalisé ne marche pas depuis 2014. Vraiment, les gars, on est bien. Mais bon, en tout cas, on va peut-être rattraper le retard que l'on pouvait avoir en Europe sur l'IA. On aura des nouveaux modèles économiques. On va rajouter une petite piqûre de blockchain là-dessus. Et finalement, les RGPD... Notre conclusion, c'est que c'est en fait une formidable opportunité pour les Européens. Bien sûr, effectivement. De toute façon, quoi qu'on en dise aujourd'hui, on passe d'un Far West à une réglementation. On ne pourra pas, de toute façon, continuer sans 7 ans sur de la manière dont on travaille aujourd'hui, dont les données comme ça sont volatiles, dont les données sont exploitées, souvent à notre insu. Et il y a un vrai besoin de travail de ce côté-là. Donc, on ne peut que l'accueillir de manière positive. Pour autant, il faut bien être conscient qu'il y a un certain nombre de chantiers derrière ici qui sont monumentaux et qui nécessiteront, quoi qu'il en soit, des investissements, du travail en interne et surtout les nouveaux profils qui vont arriver autour de la donnée, notamment ces data protection officers, qui ne sont ni des techos, ni des marketeurs, ni des juridiques. On est encore une fois sur un profil hybride que tout le monde a du mal à trouver, mais à mon avis, là, si vous êtes un aficionado de la data avec des compétences multiples, à mon sens, il y a beaucoup de travail.
Eh bien, on a dit tout beaucoup dit, de hein. choses pendant ces 20 Oh minutes là là, de non, discussion. 25 minutes 16 exactement, nous avons ça sur la régie. Alors, on a conscience que c'est long, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Puis vous êtes quand même beaucoup à nous écouter en podcast, donc globalement, Non, mais dans votre trajet. voilà, ce qu'on voulait faire, c'était un petit retour sur les règles, ce que ça pouvait signifier en Europe, et finalement d'être aussi un peu optimiste, parce que la question au départ, est-ce que le RGPD m'a tué? En fait, non, la RGPD, elle nous fait d'une certaine façon revivre. Mais exactement, mais c'est une mécanique putaclic. Vous avez certainement regardé cet épisode parce que vous avez vu le logo. Voilà, oui, on va vous rappeler de vous abonner quand même accessoirement. On vous le dit On l'avait déjà dit au début, on l'a dit à la fin. Il faut dire abonnez-vous, soutenez-nous. Merci de nous suivre, toujours aussi nombreux. Et ça nous fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à nous raconter. Je crois que le prochain invité que l'on reçoit, c'est Raphaël. Oui, Raphaël qui était début janvier, donc mi-janvier, qui était à New York au Retail Big Show, c'est-à-dire qu'est-ce que le retail aujourd'hui fait pour progresser, pour se faire une nouvelle place au soleil, pour répondre aux e-commerçants, pour répondre à Amazon, bien que Amazon se met aussi dans le retail physique. Donc voilà, on c'était vous le met la Retail Big vignette Show. parce qu'elle est déjà prête. Et voilà, elle est déjà on prête. tourne bientôt. Et Raphaël sera là, joyeux. Joyeux, super. Raphaël, si tu nous entends, on te dit à très vite pour tourner justement cet épisode sur le retail connecté. On vous a tout dit, on va se taire maintenant, on va repartir à nos aventures. Oui. Et puis on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de si vous regardez le live ou le replay. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye. Bye bye à tous. Et on vous met la fin, elle est là, ici. Allez, salut à tous.